Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République appelle les rois et chefs traditionnels à être des catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale. Les chefs Akwe du district autonome de Yamoussoukro ont échangé avec le chef de l'État hier dans la capitale politique. Ils expriment leur gratitude à Alassane Ouattara pour ses réalisations sur la terre de son père, Félix Houphouët-Boigny. C'est à Yamoussoukro hier que le président de la République a annoncé le prix du kilogramme de cacao. Alassane Ouattara a aussi appelé les hommes d'affaires à investir dans le secteur puisque la Côte d'Ivoire vise la transformation de la totalité de sa production. Un processus en cours dans le secteur de l'anacarde, un centre technologique inauguré hier. Les questions techniques et administratives sont très avancées sur ce projet qui va révolutionner le trafic dans la capitale économique. Le groupe Bouygues fait le point de l'état d'avancement du métro d'Abidjan. Le PDG Olivier Bouygues reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le groupe français prévoit aussi d'investir dans l'énergie, notamment dans le gaz. En sport football, un derby pour inaugurer le stade olympique Ebimpe à Sec Africa, c'est demain. Déjà dans les deux camps, c'est l'ambiance avant la rencontre. Les deux grands clubs du pays se préparent à la victoire. Les supporters ont déjà commencé à donner de la voix. On se rend à Yamoussoukro. Les chefs traditionnels Akwe et Nananfoué reçus par le président de la République hier. Ces têtes couronnées sont venues remercier le chef de l'État pour ses réalisations dans la capitale politique. Alassane Ouattara les appelle à être des catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale. Awa Touré. Bonne nouvelle pour les gardiens des us et coutumes de Côte d'Ivoire. La loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, bientôt une réalité, avec l'adoption ce jeudi 1er octobre 2020 de sa loi organique en commission. Annonce faite par le président de la République Alassane Ouattara lors de l'audience qu'il a accordée à la chefferie Akwe. Sous votre gouvernance, on peut l'affirmer, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire parcourent les plus belles pages de leur histoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'on se souvient encore que jusqu'en 2014, la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire était régie par un arrêté colonial, l'arrêté numéro 3206 du 10 octobre 1934, signé du gouverneur Dieudonné François Arrest. Avec l'avènement de leur statut, Monsieur le Président de la République, les chefs traditionnels ont retrouvé toute leur place dans l'ordonnancement institutionnel de la Côte d'Ivoire. Suite aux échanges de nouvelles, Nana Kofi Élysée a traduit au président Alassane Ouattara la reconnaissance des chefs Akwe pour ses actions de développement. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire est faite par tous les hommes et non par quelques-uns. Cependant, certaines personnalités marquent leur époque. Vous avez été et vous êtes de tous les bons combats pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui inspire admiration et respect. Merci pour ce que vous faites pour Yamoussoukro. Merci pour ce que vous continuerez de faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire entend se déployer sur l'ensemble du territoire pour des missions de sensibilisation des populations à la cohésion et à la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, d'entente, de cohésion sociale pour poursuivre son développement. Aussi est-il préférable, dans l'intérêt supérieur de la nation, de cultiver la fraternité pour développer l'esprit du vivre ensemble. Ces rencontres périodiques avec les têtes couronnées constituent pour le chef de l'État une source d'inspiration. Ces rencontres sont donc l'occasion d'échanger avec vous et de recueillir à nouveau vos conseils et vos vues sur la gestion des affaires publiques et voir comment nous pouvons améliorer notre propre gouvernance
grâce à vos conseils et à votre connaissance de chacun des Ivoiriens sur le sol de notre beau pays. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre contribution inestimable et soutenue en faveur de la paix sociale, la paix tout court dans notre beau pays. Rien de tout ce que nous avons pu réaliser en 9 ans pour le développement de notre pays et le bien-être de nos concitoyens n'aurait été possible sans le climat de paix dont vous êtes assurément les artisans. Le président de la République s'est également exprimé sur des questions liées à l'actualité politique. J'ai toujours voulu la poursuite de mon action par une jeune génération. Je l'ai dit à maintes occasions. Et c'est dans cette optique que j'avais pris la décision de proposer la désignation de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour conduire l'équipe de mon parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Malheureusement, mon fils a été rappelé à Dieu le 8 juillet dernier. Ce décès brutal, intervenu à 3 semaines du démarrage des parrainages et à 7 semaines de la fin des dépôts des candidatures, m'a amené à la demande unanime du parti et de la majorité des Ivoiriens à répondre favorablement aux appels de me voir faire un nouveau mandat. Cela n'a pas été une décision facile pour moi. Je suis arrivé à la conclusion que la stabilité de notre pays est plus importante que mon aura et mes projets personnels. Le Conseil constitutionnel vient de valider 4 candidatures, dont la mienne. Le processus électoral de l'élection du prochain président de la République est donc maintenant irréversible. Et le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour que ces élections soient apaisées, puisque, nul doute, elles seront transparentes. Certains entretiennent un climat de peur, de psychose et de malaise. Pourtant, le processus s'est déroulé après de larges consultations dans le cadre du dialogue politique. D'abord pour la mise en place de la commission électorale indépendante. Et ce dialogue a été mené pendant plus de 6 mois par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et a conduit à un accord qui a été donc paraphé. Et ce dialogue s'est poursuivi en ce qui concerne le code électoral, qui a également associé non seulement la classe politique, mais également la société civile, et là encore a abouti à un accord qui a réuni tous les participants. Et je veux surtout insister pour dire que seuls les points d'accord auxquels sont parvenus les participants ont servi de base aux réformes qui ont été introduites, aussi bien pour la recomposition de la commission électorale indépendante que pour le code électoral. Donc, le dialogue a eu lieu. Je voudrais donc, Majesté, chef traditionnel, vous exhorter à relayer ce message de respect du droit, d'ouverture et d'apaisement à toutes les populations comme vous envisagez de le faire. Je vous suis reconnaissant de cette initiative.
Au terme de la rencontre, le chef de l'État a offert la somme de 100 millions de francs CFA à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, aux chefs Akwe et Nanafoué, comme pour les soutenir dans leur mission de sensibilisation en faveur de la cohésion nationale et la paix. À Yamoussoukro, toujours un coup d'accélérateur donné à l'industrialisation du pays. Inauguration hier jeudi du centre de transformation de l'Anacarde. Le président de la République souligne l'importance de ce projet pour la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Noël Niagno. L'inauguration du Centre d'innovation et des technologies de l'Anacarde, en abrégé CITA, par le président de la République en personne, marque d'une pierre blanche la nouvelle ère de cette spéculation, grosse d'opportunités industrielles. De 10% de taux de transformation actuellement, l'avènement de cette usine-école va le porter à 50% dans 5 ans, c'est-à-dire en 2025. Cela grâce à ces pôles technologiques en matière de conseil, d'expertise, de formation, de normalisation et enfin une plateforme en matière de transformation pour une finalité. Par cette usine, nous entendons traduire votre vision d'une Côte d'Ivoire où l'agro-industrie participe de façon dynamique à la structuration de l'économie et à l'émergence de notre pays. Cette vision s'inscrit dans le prolongement de celle de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, grand planteur. En effet, Houphouët nous a appris à produire. Vous, le président, vous êtes en train de nous apprendre à transformer. 1er octobre 2020, un jour mémorable, a souligné dès l'entame de son intervention le ministre de l'Agriculture, Kwasi Adjoumani, avant d'indiquer les nombreux acquis et rappeler la pertinence du centre d'innovation. Sous votre autorité et sous votre vision aussi, d'importantes initiatives ont été engagées pour accroître la proportion de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire afin de soutenir durablement les revenus et le niveau de vie des producteurs. Le centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde, que vous nous faites l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, fait partie de cette stratégie. Notre ambition est de continuer à accroître la production de noix brutes et surtout en améliorer la qualité par une assistance de proximité aux producteurs afin de soutenir en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie cette industrie naissante du secteur du cajou. Une industrie naissante, porteuse d'espoir et d'espérance pour les jeunes et les femmes. Une satisfaction pour le chef de l'État et son gouvernement. Je suis confiant avec la mise en place de ce centre et tous les moyens qui lui seront donnés, que nous allons très rapidement progresser pour atteindre 30 à 40% de transformation dans les années à venir. Je voudrais donc féliciter le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, félicitations à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie, et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en œuvre de ce beau projet. Et surtout c'est à Yamoussoukro, ce qui me fait plaisir, parce que cette mise en place permettra la création de nombreux emplois pour les jeunes de Yamoussoukro et les femmes de Yamoussoukro. Coût du projet, plus de 3 milliards, financé à hauteur de 90% par le Conseil Coton-Anacarde et le reste par la Banque mondiale. À Yamoussoukro, ce jeudi, c'était l'ouverture des travaux de la 7e édition de la Journée nationale du café et du cacao. Le chef de l'État appelle le privé à investir dans le secteur. Les transformateurs locaux sont déjà engagés dans cette vision. À l'occasion de ce rendez-vous dans la capitale politique, ils ont exposé leurs produits, du chocolat made in Côte d'Ivoire à base de cacao ivoirien, mais également de nombreux produits dérivés ont retenu l'attention des visiteurs. Une fierté pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani qui a effectué une visite ce vendredi. Le prix Bosch 110 kg de cacao fixé cette année en 1000 francs CFA. La campagne 2020-2021 connaît donc une augmentation de 175 francs, une nouvelle que salue le monde agricole. Sam Konon a rencontré des producteurs dans la région de San Pedro. Dans les zones cacaoyères, les producteurs se réjouissent du prix du kilogramme du cacao en cette nouvelle campagne 2020-2021. Comme ici à Trépéagui, un campement dans la région de San Pedro, les producteurs ne cachent pas leur joie. Le prix que le président a donné là, c'est trop bon pour nous. Il y a la pluie, mais on va faire comment? On est en train de débrouiller un peu. Sinon, le prix là, c'est trop bon. Nous, les planteurs, on dit merci au président Ouattara. L'année dernière,
le prix était 825. Maintenant, dans cette campagne-là, c'est 1000 francs. Sincèrement, le prix est bon pour nous. Grâce à le président aujourd'hui, on pourra mettre les enfants à l'école et faire beaucoup de choses encore. Beaucoup de choses, comme... Avec le prix, il pourra marier deuxième femme. Sincèrement, vraiment, je suis content. Les producteurs de cacao ont une seule préoccupation, que le prix fixé par le chef de l'État soit respecté à tous les niveaux. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a pris des engagements pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Le pays mise sur une production cacaoyère respectueuse de l'environnement. Il y a une transition vers un cacao qui contribue plutôt à la reforestation. Une stratégie dénommée Cacao Ami de la forêt mise en œuvre. Quels sont les réels avantages, aussi bien pour les producteurs que pour la Côte d'Ivoire? Avec Jean-Luc Gbangbo, allons à la découverte de cette nouvelle façon de faire la culture de cacao. Jacques Kouakou est producteur de cacao dans le département de Daloa depuis plus de 20 ans. Une longue expérience qui lui a permis de vivre toutes les étapes de l'évolution de la culture cacaoyère. Aujourd'hui, il en expérimente une autre. Ça, c'est un jeune cacaoyer. Et juste à côté, il y a un arbre d'ombrage. Aujourd'hui, le phénomène du changement climatique fait que, avant de créer une plantation, il faut penser aux arbres. Il s'adapte à une nouvelle donne. Le concept cacao ami de la forêt, aujourd'hui prôné par le gouvernement ivoirien, lequel concept incite le producteur de cacao à contribuer à la reconstitution du couvert forestier. Nous, aujourd'hui, on a décidé de ne pas détruire les forêts primaires. En tout cas, le cacao, nous, les producteurs, je dirais les producteurs modernes, nous, on ne détruit pas les forêts. Le cacao, c'est l'ami de la forêt. D'ailleurs, même c'est dans la forêt même que le cacao réussit normalement. Une nouvelle façon de faire la culture du cacao qui lui réussit. Jacques dispose aujourd'hui de 15 hectares de cet alliage cacao arbre d'ombrage, dont 10 hectares en pleine production. Le producteur est formel. Sa plantation a une meilleure productivité avec des arbres à l'intérieur. Préserver la productivité des plantations de cacao tout en sauvegardant le couvert forestier. C'est la transition vers le cacao zéro déforestation effectuée par la Côte d'Ivoire depuis 2017. Transition à laquelle de plus en plus de producteurs adhèrent, comme cette présidente de coopérative de producteurs, Améagi. Aujourd'hui, c'est une visite bien spéciale qu'Asta Fanny Doumbia effectue à ses membres. On vous a expliqué un peu ce que c'est que l'agroforesterie. Il ne faut pas que nos champs là restent sans les arbres. On vous a donné des arbres. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. On va venir voir comment ça se comporte, comment vous-même vous avez géré, comment on appelle ça, ces arbres-là. Dans cette vieille plantation appartenant à un membre de sa coopérative, plusieurs arbres d'ombrage ont été plantés. Ok, là, ça va, c'est bien grand, l'arbre qui est là. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait... Autant de nos parents, parce que la plantation, c'est nos papas qui l'ont créée. Bon, ils étaient ignorants, en fait, ils ne savaient pas tout ça là. Mais aujourd'hui, les constats sont là et la réalité est là. Nous qui avons pris la relève, vraiment, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'il y a un changement. Voilà, au fur et à mesure, on plante des arbres. Chaque année, on nous envoie des arbres, on plante. Et puis, bon, on voit la production avec les bonnes pratiques agricoles. Et puis, tout ça, là, on voit que le rendement s'améliore. C'est donc à cette politique de reboisement initiée par la coopérative de Dame Assata Doumbia que cette plantation, âgée de 32 ans, doit sa survie. Sachez que à travers le combat du Conseil Café Cacao, l'arbre qui est là, ça t'appartient. Ça dans ton champ, ça t'appartient, monsieur. Et donc, quelqu'un ne peut pas venir pour dire que même si c'est devenu gros, pour dire qu'il va venir couper l'arbre là. Mener au moins 50% de ses membres à l'agroforesterie, tel est le défi de la présidente de la coopérative. Et pour y arriver, elle a une arme secrète qui se trouve à Abodankro, un campement situé à une vingtaine de kilomètres de Méagui. Ça va? Ok, le travail, ça se passe bien. Oui, madame. C'est de cette pépinière tenue par des épouses de producteurs de cacao que partent les plants d'arbres qui permettent à la coopérative de reboiser les plantations de cacao. Dans ce site-là, il y a près de 14 000 plants qui est ici et qui est fait par les femmes. C'est une manière pour nous de donner du travail aux femmes. Donc les femmes vont faire la pépinière et après, nous-mêmes, on va payer les arbres. Dans ces arbres-là, comment on appelle ça, avec les femmes, et on va donner gratuitement à nos producteurs. Tech, Framiré,
Fraqué ou encore petit cola, ce sont autant d'espèces qui sont développées par ces femmes et qui seront plantées dans les plantations de cacao de la région. Cette année seulement, on a fait 28 000 arbres. 28 000 arbres cette année. Maintenant, de façon globale, on a autour de 38 à 40 000 arbres dans les plantations chez tous les producteurs. Cette expérience avant-gardiste de la coopérative de Mme Fanny Doumbia est une parfaite illustration de l'initiative Cacao et Forêt sur laquelle s'est aligné le Conseil Café Cacao. Si on ne fait rien du tout, on ne pourra plus produire du cacao parce qu'on ne va pas trouver les conditions idéales. Le Conseil du Café Cacao, aux côtés donc de l'État, a décidé d'accompagner les producteurs à mettre dans leur plantation des arbres et également à créer de nouvelles forêts dans les zones dites anciennes. Pour se donner les moyens d'honorer ses engagements, à savoir contribuer à la lutte contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code forestier dont l'un des principaux objectifs est de retrouver 20% du couvert forestier. L'actualité, c'est aussi le Parlement à la tâche. 5 projets de loi étaient sur la table des députés hier jeudi. Il s'agit entre autres des projets de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Les ministres Sidiki Diakité et Sanson Kambilé face aux députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Des détails avec Moussa Konaté. Le projet de loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels sur la table des députés pour une seconde lecture. Les articles 15, 17 et 20 ont connu des modifications lors de son examen par le Sénat. De l'examen par le Sénat, il est ressorti que sur ces 3 articles, 2 portaient sur les mandats à la fois du président, des vice-présidents, ainsi que des membres du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ces mandats, qui étaient prévus pour être quelquefois de 3 ans renouvelables une fois pour ce qui concerne les vice-présidents et de 6 ans non renouvelables pour ce qui concerne les membres du directoire, ont été donc réaménagés pour que désormais ces mandats soient simplement renouvelables. Après le ministre Sidiki Diakité, c'est au tour du ministre de la Justice pour l'examen de 4 projets de loi, dont les projets de loi déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et le Conseil d'État. Des projets de loi adoptés par les députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Dans le souci d'une rationalisation institutionnelle en vue d'un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont été érigés en institutions juridictionnelles, à l'instar de la Cour des comptes. Ces 3 institutions juridictionnelles seront désormais représentatives du pouvoir judiciaire. Cette réforme a eu pour conséquence la disparition de la Cour suprême. Les députés ont aussi adopté le projet de loi déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du tribunal des conflits, une juridiction chargée du règlement des conflits de compétences entre la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Également adopté le projet de loi déterminant la composition et le fonctionnement du parquet près de la Cour de cassation et le Conseil d'État qui est dirigé par un procureur général assurant la fonction de ministère public. Je vous donne le contenu de cet arrêté interministériel. Article 1. En vue de prévenir les troubles à l'ordre public, la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national est prorogée jusqu'au 14 octobre 2020. Article 2. Les manifestations ou rassemblements de personnes organisés par les groupes politiques et partis ou les associations légalement constituées dans les lieux fixes relèvent du régime de la déclaration préalable conformément aux dispositions légales en vigueur et demeurent soumis au droit commun dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Article 3. Les contrevenants à la mesure de suspension prévue à l'article 1 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires. Article 4. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale
nationale, le directeur général de l'administration du territoire, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché partout où besoin sera et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est fait à Abidjan le 30 septembre, signé le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et le ministre de la sécurité et de la protection civile. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu en audience le PDG du groupe Bouygues. Olivier Bouygues était chez le chef du gouvernement pour parler du projet de métro d'Abidjan. Ils ont fait le point sur l'état d'avancement de ce projet d'envergure qui va révolutionner le transport dans la capitale économique. Sidonie Davila. Bientôt un métro à Abidjan. La nouvelle a été donnée par le PDG du groupe Bouygues. En rencontrant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, cette fin de semaine, Olivier Bouygues avait à cœur de dépoussiérer le dossier sur le métro pour le remettre au goût du jour. Ça a été un petit peu ralenti par, le Covid. Et donc on relance toutes ces mécaniques et on est en train de remettre en place toute la remise en marche de tous ces travaux qui devraient démarrer maintenant assez rapidement. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Les dernières, je dirais, mises au point administratives, techniques, avancent désormais très bien. Le groupe Bouygues, aussi engagé dans l'énergie, veut relancer le projet. Ça va être peut-être pas sans savoir qu'il y a des nouvelles centrales électriques qui se construisent. L'augmentation de la consommation d'électricité est un fait en Côte d'Ivoire. L'électrification rurale continue. Il y a des nouvelles industries qui se branchent, et il y a des besoins nouveaux qui sont créés, et il faut reconstruire des centrales. Et ces centrales, pour qu'elles puissent tourner dans des bonnes conditions, il faut leur amener du gaz. Et donc on a relancé un gros projet d'investissement pour le gaz avec Foxtrot qui va permettre de garantir le gaz aux centrales électriques et d'avoir pour finalement tout le monde du courant électrique bon marché. Le géant français Bouygues compte parmi les plus grands investisseurs en Côte d'Ivoire. Ce sont des centaines de milliards déjà investis dans l'énergie, l'aviation. Le Centre national d'appel 119 occupe ses nouveaux bureaux. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de cette plateforme ce vendredi à Cocody, un call center dédié à la lutte contre la Covid-19. Il est animé par 110 conseillers et superviseurs chargés d'informer et orienter les populations sur la gestion de la pandémie en Côte d'Ivoire. Et comme on le voit, le gouvernement reste mobilisé dans la lutte contre la Covid-19 parce que la pandémie reste encore présente dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 2 octobre 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 1124 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 37 guéris et 0 décès. À la date du 2 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 793 cas confirmés, dont 19 357 personnes guéries, 120 décès et 316 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 164 000. Donald Trump a annoncé tôt ce matin avoir été testé positif au nouveau coronavirus, ainsi que son épouse Melania Trump. Le président qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre avait dit jeudi s'être placé à l'isolement après qu'une de ses proches conseillères, Hope Hicks, a été testée positive à la Covid-19. Rappelons que Donald Trump n'a cessé de minimiser le danger de la pandémie. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Donald Trump et son épouse vont tous les deux bien et prévoient de rester à la Maison-Blanche durant leur convalescence. Une autre lutte reste engagée, celle contre le cancer du sein. Depuis maintenant 26 ans, Octobre Rose est l'opération mondiale de lutte contre le cancer du sein. Pendant un mois, tout le monde est invité à soutenir la recherche, à se faire dépister, mais aussi à écouter les femmes engagées dans ce combat. 70 pays participent à Octobre Rose. L'initiative permet de financer 250 projets médicaux chaque année. En Côte d'Ivoire, le challenge est de sensibiliser 7000 femmes et de faire le dépistage de 5000. La lutte contre les cancers du sein, ça se passe aussi à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'établissement sanitaire vient de lancer sa campagne dénommée Mes seins sains. Elle vise à dépister un nombre important de femmes. Cette campagne se tient tout le mois d'octobre. Salimatou Dia. Octobre, mois symbolique dans la lutte contre le cancer du sein. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville se joue encore une fois à cet élan de solidarité et de sensibilisation contre la maladie. Notre hôpital a décidé
d'accompagner les femmes à travers une campagne de dépistage systématique dénommée « Mes seins sains ». Cette campagne vise à sensibiliser sur la nécessité du dépistage systématique qui reste jusque-là le seul moyen, je pourrais dire le meilleur moyen de prévention de cette maladie qui touche, hélas, des milliers de femmes. 2 mesures ont été prises par la première dame Dominique Ouattara pour permettre à bon nombre de femmes de bénéficier du dépistage. L'instauration d'un forfait de 25 000 francs pour tout dépistage des femmes au lieu de 45 000 francs. Deuxièmement, la prise en charge du dépistage de son personnel féminin de 40 ans à plus. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire entend jouer son rôle dans cette riposte nationale à travers la prévention. Sensibiliser au maximum la population féminine, sensibiliser au maximum le corps médical, parce que nous sommes partie prenante. C'est à nous de porter le message pour que les femmes apprennent à s'autopalper, pour qu'elles consultent tôt, dès les moindres symptômes, et que l'examen du sein se fasse dans les règles de l'art. Pour éviter les diagnostics tardifs, le gouvernement multiplie les efforts. Une synergie d'action est en cours à laquelle s'ajoute la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de la campagne. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant peut intervenir et élargir donc les actions de prévention. Parce que nous avons 31 directions régionales, nous avons des centres socio-éducatifs où nous avons des assistants sociaux qui sont vraiment formés, que vous pouvez former pour la sensibilisation. Et donc, ils peuvent être des relais importants pour vous. Moi, je voudrais vraiment solliciter même un atelier de formation de ces personnes-là. Je suis prête à soutenir cet atelier. La campagne de dépistage systématique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville se tient du 1er au 31 octobre 2020. En sport, c'est déjà l'effervescence sur un événement au double contenu. L'inauguration du stade olympique et Bimpe et ce match, ce derby ASEC Africa, ces 2 mythiques clubs ivoiriens se rencontrent et c'est déjà l'ambiance. Avant la date, les supporters donnent de la voix. Regardons ce reportage de Sébastien Oyen. Annoncé par le ministre des Sports, Paulin-Claude Dao, en conférence de presse, le match inaugural de la pelouse du stade olympique de Bimpe opposera l'ASEC Mimosa à l'Africa Sport. Un match symbole d'une grande partie de l'histoire du foot ivoirien. Un choc qui réveille déjà les rivalités amicales. Samedi là, on va leur montrer qui a mis sucre dans mangue. Africa sait que ASEC là, c'est son grand frère. La dernière fois, le 14 décembre là, ça c'était un accident. ASEC Africa a toujours attisé le fanatisme des uns et des autres, dans une bonne ambiance dominée par le fair play. Le ministère des Sports a déjà annoncé que 50 000 places seront utilisées sur les 60 000 du stade. Objectif, respecter les mesures de distanciation liées à la pandémie à coronavirus. Tout compte fait, les 2 clubs ont déjà procédé à la reconnaissance de la pelouse. Les Oye et les Mimos seront donc bel et bien au stade. C'est parce que je n'étais pas là au stade Fauboigny que l'ASEC a perdu. Mais là, à Ibimpe, je serai assis là avec mon maillot et on va voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, ça sera 2-0. Parce qu'on ne veut même pas avoir de but dans notre filet. Finissons avec cette image de Yodé et Siro. Pas forcément d'accord, mais toujours ensemble. C'est aussi ça, le sport. Au retour, là, nos nouveaux petits là vont sortir. Attends. Nous, on a la chanson. Africa, oh yeah, du sang sur gazon. Africa, oh yeah, gazon. L'aigle volera, il volera toujours. Du sang sur gazon. Du sang sur gazon, c'est pour jouer mal. Voilà un reportage de Salif Ouattara. Un avant-goût de ce qui nous attend demain. Pour en parler, nous recevons le ministre des Sports, M. Claude Dao-Paulin. Bonsoir. Bonsoir. Le stade des Bimpe, inauguration demain en présence du chef de l'État. Est-ce qu'on est fin prêt? Nous sommes fin prêts. Et je vous remercie de nous donner l'opportunité de lancer encore un appel aux Ivoiriens. Le stade est prêt. Le stade qui est le fruit de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire.
Le stade qui résulte du leadership du président Alassane Ouattara qui, lors de sa visite en 2012, quelques mois seulement après avoir accédé à la magistrature suprême de notre pays, a déclenché auprès des autorités chinoises cette volonté d'immortaliser, de consolider et de renforcer la coopération, l'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le stade a vu le jour à partir de ce moment-là. Alors c'est un stade où la Chine a apporté 63 milliards avec des entreprises chinoises performantes. Et puis la Côte d'Ivoire elle-même a investi également un peu plus de 60 milliards aussi pour indemniser les populations, apporter les réseaux et voiries divers. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a la cité olympique qui arrive, il y a aussi les voies d'accès, ce que la Côte d'Ivoire doit faire, mais qui n'a pas encore commencé. Non, ce qu'il faut dire, c'est que la cité olympique, c'est une vision du président Félix Houphouët-Boigny. Depuis 1976, le président a pensé que la Côte d'Ivoire devrait avoir une cité olympique. Et la zone retenue, c'était la sous-préfecture d'Agnama. Il fallait donc retrouver l'espace, 287 hectares, il fallait les retrouver, indemniser les populations qui occupaient ce site et ensuite penser à l'occupation de ce site en mettant en place tous ces projets. Le projet d'abord d'avoir une cité olympique, d'avoir des bâtiments, d'avoir un hôpital, d'avoir pas mal d'infrastructures économiques sur ce site et bien sûr d'avoir un stade. Le premier maillon de cette chaîne, c'est le stade de la cité olympique qui vient de finir, que nous allons inaugurer. Et les autres, c'est à partir de quand? Mais les autres font partie d'une étude que nous devons mener. Parce que la CAN 2023, c'est bientôt. Hein. Mais non, ce n'est pas lié à la CAN. La cité olympique, c'est une cité avec des hôtels, avec des investissements lourds. Et pour ce faire, nous avons lancé une étude avec le Bénet et son partenaire GESA, Maroc. Et nous avons aujourd'hui l'occupation urbanistique de ce que peut devenir la cité olympique de demain. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la cité olympique vient de voir le jour avec le premier maillon qui a été installé, qui est le stade de la cité olympique. Que demain on va le retrouver. Quel est le contenu de cette journée d'inauguration? La journée va être une journée festive. Une journée festive en trois étapes. Je parlais du programme. En trois étapes. La première étape, c'est d'abord la présentation, l'accueil et la présentation au président de la République, qui nous fait le grand honneur de venir lui-même en personne inaugurer ce joyau architectural. Donc la première partie, ce sera la présentation technique. On va dévoiler la plaque et on va couper le ruban symbolique. Ensuite, la seconde partie, ça va être les allocutions pour rendre un vibrant hommage à tous ces acteurs qui ont construit, qui ont apporté leur énergie. Et on va décorer, bien sûr, tous ces acteurs. Et enfin, on passera à la troisième étape, qui sera l'étape de la fête, avec une prestation artistique de grande envergure avec Georges Mouboy, qui va faire une fresque extraordinaire qui va marquer les esprits. Et puis, pour terminer, le derby à Sec Africa. D'accord. Quelles sont les conditions pour accéder au stade? Le stade est ouvert, sera ouvert dès 10h avec... entrée libre, on a des cas d'invitation, comment ça se passe? Nous avons 3 espaces à l'intérieur du stade. Il y a la loge présidentielle, naturellement. Il y a les loges et les loges VIP avec des cas d'invitation qui ont été entièrement distribués. Et puis nous avons 40 000 places disponibles pour tous les Ivoiriens et pour tous les acteurs du mouvement sportif. Alors nous demandons à tout le monde de venir. Nous avons prévu des moyens de déplacement. Le président a voulu que ce soit une fête ouverte à tous les Ivoiriens. Donc il y aura des bus à partir de toutes les communes d'Abidjan, gratuitement mis à la disposition. Et il faut venir avec son masque, avec les mesures barrières respectées. Il faut se laver les mains. Il y aura, en ce qui nous concerne, un sas de sécurité. La question de sécurité, oui, c'est très important. Il y aura un sas de sécurité. Il y aura un sas de sécurité pour permettre à tous ceux qui vont venir d'être protégés physiquement, mais aussi en tenant compte des mesures de barrières par rapport au coronavirus. En 30 secondes, est-ce qu'on a pensé au nom de baptême du stade olympique? Le stade sera baptisé demain. Demain, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la demande des autorités chinoises et à la demande générale du mouvement sportif. À Sec Africa, le pronostic du ministre, pour terminer? Mon pronostic, ce sera que le meilleur gagne. Et le meilleur, nous en sommes convaincus, ce sont les mélomanes, ce sont les artistes, ce sont les athlètes, ce sont le mouvement sportif. Parce que nous avons gagné un beau stade. Un stade
un joyau architectural qui fait la fierté des Ivoiriens et qui fera la fierté des sportifs. Merci, monsieur le ministre des Sports, Claude Danrepoulin, d'être passé sur ce plateau du journal. C'est moi qui vous remercie d'avoir donné l'opportunité de lancer un vibrant appel à l'ensemble de la communauté nationale. Venons, rassemblons-nous tous demain autour du président Alassane Ouattara pour fêter la Côte d'Ivoire de la fraternité. Oui, on se retrouve demain au stade Ibimpe. Merci, monsieur le ministre. Merci. On continue ce journal. La Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire va bientôt lancer son nouveau produit dénommé CDC Épargne Diaspora. Il permettra aux Ivoiriens résidant à l'étranger d'épargner en Côte d'Ivoire et de réaliser leurs projets. C'est à travers des banques. La Caisse a signé des conventions justement avec des établissements bancaires. Des explications avec Francis Boifo. Les flux financiers entre la diaspora et les pays africains représentent une véritable source de financement pour ces pays. Plus de 169 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire en 2011, selon une étude de la Banque mondiale. Les politiques en Afrique se sont focalisées sur cette manne importante, mais elles devraient aussi avoir un autre regard sur la diaspora relativement à ses compétences nécessaires à la transformation structurelle de notre économie. Cet atelier se veut un espace de valorisation et de mobilisation des compétences de la diaspora. Mettre en place un cadre de concertation avec les organismes qui recrutent des membres de la diaspora, de sorte que, de façon régulière, les membres de la diaspora aient exactement les mêmes chances que les Ivoiriens qui résident en Côte d'Ivoire, notamment sur l'accès au marché du travail. Objectif : avoir des ressources humaines de qualité pour porter le développement économique de la Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Plus de 50% des emplois importants dans les 30 années à venir ne sont pas encore créés. Ces métiers du futur défient tous les systèmes et toutes les formations du monde. Notre pays essaie donc de s'adapter en créant de nouvelles universités et en les spécialisant, mais il peut aussi compter sur la diaspora pour combler ces déficits. Le renforcement du capital humain et la valorisation des compétences de la diaspora sont contenus dans le Plan national de développement 2016-2020. La valorisation du capital humain, une priorité donc pour la Côte d'Ivoire. Un reportage de Francis Boifo. Dans l'actualité politique, la région du Bafing se mobilise. Le ministre Mamadou Sanogo lance la pré-campagne. Les équipes vont sillonner les villages. Pour faciliter les déplacements, les responsables ont reçu des véhicules. Abou Sanogo. À quelques semaines de la présidentielle, les états-majors du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'activent. C'est en présence de plusieurs délégations venues des départements et sous-préfectures de la région du Bafing que le ministre Mamadou Sanogo a ouvert la pré-campagne pour la présidentielle. En sa qualité de directeur de campagne de la région du Bafing, il a invité les responsables de campagne, les femmes et les jeunes à se mobiliser pour la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Pendant 10 jours, les responsables de campagne de la région du Bafing vont sillonner les villages, campements, hameaux et quartiers pour solliciter le maximum de voix. Le directeur régional de campagne entend baser sa stratégie sur une campagne de proximité dans le porte-à-porte. Pour la réussite de cette mission, les départements de Touba, de Waninou et de Koro ont été équipés en moyens de mobilité. Ainsi, 10 véhicules de type 4x4 Flamand 9 et plusieurs motos ont été mis à la disposition des responsables de ces 3 départements. Outre les moyens matériels, des moyens en numéraire ont été alloués au secrétariat permanent et au comité d'organisation de disposer d'appuis conséquents pour les équipes de campagne sur le terrain. Un mouvement citoyen est aussi sur le terrain politique. Génération Gagnante a dévoilé son agenda pour la présidentielle. Des meetings à Korogo, Gagnoa et Abidjan. Une rencontre avec la presse pour lancer l'opération. Walter Amadou Ouattara. Contribuer significativement à la victoire du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, c'est la mission que s'assigne le mouvement citoyen Génération Gagnante. À son siège, sise à la Riviera Bonoumen, ce mouvement fait le point de ses actions et décline son programme. Nous avions déjà depuis 6 mois initié un projet qui a abouti à faire en sorte que GG, Génération Gagnante, puisse avoir dans sa base de données 106 000 électeurs enrôlés, identifiés dans chacune de nos coordinations avec leurs noms et prénoms et leurs contacts. Donc nous nous organisons pour faire en sorte à transformer ces personnes que nous avions enrôlées en électeurs pour le compte du président Ouattara. Le deuxième niveau de notre contribution, c'est des meetings que nous avions prévus. Nous avions prévu donc de faire un grand meeting à Korogo. Après Korogo, Gagnoa, le stade Biakaboda le 17. Le dernier meeting aura lieu ici, à Abidjan,
sera le meeting de l'ensemble des coordinations d'Abidjan qui aura lieu à Biétri. Noël Maïzan Kofi, secrétaire général du mouvement citoyen Génération Gagnante, exhorte également les leaders des partis politiques à se départir des propos outrageants et à l'apaisement pour une élection présidentielle sans violence. Les populations des 10 villages de la sous-préfecture de Daye-Pakei dans la région du Gor auront désormais de l'eau potable. Les travaux de connexion de ces localités au réseau d'adduction d'eau potable ont été lancés par le député Abel Dioré. On voit la satisfaction déjà des populations dans ce reportage de Soro Corona. Dans 3 mois, les ménages des 10 villages de la sous-préfecture de Daye-Pakei, département de Gagnoa, seront connectés au réseau d'adduction d'eau potable. Un rêve vieux de plusieurs décennies devient une réalité grâce à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Une volonté de permettre à toutes les populations de goûter à la saveur de l'eau potable. Le premier coup de pioche a été donné dans le village de Grand Bassi par le député de Ouagayo Bayota, Abel Dioré. Les différents porte-paroles ont salué la vision de développement du président Alassane Ouattara. C'était difficile, on souffrait. Pour charger l'eau, il faut aller très loin. Pour ça même, on a mal au pied. Et aujourd'hui, avec le lancement des travaux, je peux dire que désormais, nous pouvons avoir accès à l'eau potable. Nous remercions vraiment au président de la République qui a pensé à nos problèmes, surtout notre député pour ce geste. L'élu de la nation est revenu sur l'importance de la réalisation de ce projet. Pour lui traduire leur reconnaissance, Abel Dioré a exhorté les populations de la sous-préfecture de Daye-Pakei à porter leur choix sur Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le 31 octobre prochain. Il n'y aura plus de cotisation pour réparer les pompes. Il n'y aura plus de cotisation pour faire les châteaux. Au soir du 31 octobre, mais les regards de tout le monde seront tournés vers Badi-Est pour voir le sort que nous aurons fait pour le président Alassane Ouattara. Et c'est après cela que les autres choses que nous avons demandées viendront. À la fin du projet, ce sont plus de 20 000 âmes qui seront soulagées. À travers des pas de danse et des chants, les populations ont exprimé leur joie de voir le début de réalisation de ce projet. Dans le reste de l'actualité au Mali, les nouvelles autorités espèrent une levée rapide de l'embargo de la CEDEAO. Cela fait 1 mois et demi que les sanctions économiques pèsent sur Bamako. Ce jeudi, la junte a donné de nouveaux gages à la communauté ouest-africaine. La charte de la transition a été rendue publique et les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, sont limitées. Il est chargé des questions de défense et de sécurité. La possibilité pour le vice-président de remplacer un jour le président a été supprimée. L'organisation sous-régionale avait également demandé la dissolution de la junte, ce qui n'est pas encore fait. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage dit que c'est celui qui ne sait pas danser qui dit que la cour est caillouteuse. Excellent week-end.